Respecter les types d'épreuves et les pondérations dans les évaluations IB. L'objectif de la formation, comprendre l'importance de respecter les types d'épreuves spécifiques dans les évaluations IB, apprendre à différencier clairement les types d'épreuves dans l'évaluation, dans les évaluations, intégrer des questions issues des examens passés de l'IB pour garantir l'authenticité des évaluations, respecter les pondérations officielles de l'IB ou ajuster les notes à l'aide d'une règle de 3. Donc, dans notre première partie, nous allons comprendre les types d'épreuves dans les évaluations IB. Qu'est-ce qu'une épreuve IB? Chaque matière du programme du diplôme comporte plusieurs types d'épreuves. Par exemple, il y a des questions à réponse courte, il y a des questions à réponse développée. Donc, on peut avoir des questions à réponse courte dans l'épreuve 1 ou des questions à réponse développée dans l'épreuve 2. Il y a des analyses de cas ou des documents, des évaluations pratiques ou des projets. Donc, chaque type de question fait référence à euh, un type d'épreuve. D'accord? Donc, par exemple, on peut avoir l'épreuve numéro 1 ou l'épreuve 1 et où on va avoir juste des QCM. Il y a l'épreuve 2 où on va avoir des questions à réponse courte ou des questions à réponse développée. Donc, il y a plusieurs types et ça dépend des matières. Chaque matière a sa façon de présenter l'épreuve 1, l'épreuve 2 ou l'épreuve 3. Donc, l'importance de ne pas mélanger les types d'épreuves. Puisque chaque type d'épreuve a sa façon de questionner l'élève, il est important de ne pas mélanger, faire une épreuve et mélanger l'épreuve 1 à l'intérieur, l'épreuve 2 à l'intérieur d'un devoir. Par exemple, je vais faire un devoir sur, si je suis physicien, je vais faire un devoir sur l'épreuve 1 partie A. Je dois savoir que l'épreuve 1 partie A va comporter uniquement que des QCM, des questions à choix multiples. Je ne peux pas mettre dans l'épreuve là des questions à réponse développée. Ouais. Donc, chaque type d'épreuve vise à une évaluation, une compétence spécifique. Donc, en combinant différents types dans une seule évaluation, on risque de brouiller les objectifs et de fausser les résultats. Donc, il est important de ne pas inclure, par exemple, des questions pratiques dans une épreuve qui évalue la réflexion analytique. Donc, c'est très important de respecter tout ça, d'accord? Et il est important de consulter le guide. Vous regardez dans le guide de l'IB de votre matière afin d'identifier les types d'épreuves exigées. D'accord? Par exemple, quand vous allez en physique HL, il faut inclure des problèmes numériques. C'est distinct de l'expérience pratique. Donc, regardez dans le guide de votre matière pour savoir l'épreuve 1, quelles sont les questions qu'on pose, l'épreuve 2, quelles sont les questions qu'on pose. Si l'épreuve 1 a plusieurs parties, si l'épreuve 2 a plusieurs parties. Et il faut respecter ces parties-là et ne pas faire un devoir et mélanger les questions de l'épreuve 1 avec les questions de l'épreuve 2. Donc, la deuxième partie, c'est comment intégrer les questions des examens passés et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut intégrer les questions des examens passés? Les questions officielles permettent d'assurer que l'évaluation respecte les standards IB. Elles aident à familiariser les élèves avec les niveaux de difficulté attendus. Parce qu'il est très difficile pour nous, enseignants, d'arriver à mettre des questions qui respectent vraiment les standards de l'IB. Il est très difficile. Et donc,
il est important de se baser sur les examens passés de l'IB, de piquer les questions de telle année pour pouvoir faire votre devoir. Donc, les bonnes pratiques, il faut adapter les questions. Donc, utiliser tel que ça a été posé dans l'examen passé ou modifier légèrement. Vous pouvez modifier les données légèrement, mais il faut faire attention en modifiant. Il faut vraiment faire la pratique pour voir est-ce que quand j'ai modifié, est-ce que ça ne va pas changer quelque chose? Est-ce qu'on va avoir les réponses claires? Donc, il faut faire attention à ça et ne pas proposer les mêmes questions trop souvent pour éviter que les élèves apprennent par cœur. Si vous avez fait l'évaluation 1, vous avez mis telle question, dans l'évaluation 2, il est important de ne pas ramener ou si tu vas ramener, de changer légèrement. Sinon, les élèves, ils vont apprendre par cœur et ça va fausser vraiment l'évaluation de l'élève. Donc, il faut faire très attention. Il faut se baser sur les past papers, les examens passés de l'IB, piquer les questions à l'intérieur parce qu'il est très difficile pour nous enseignants et souvent on n'a pas assez de temps pour arriver à atteindre et à donner le niveau de questions des standards de difficulté de l'IB. Et une fois aussi qu'on travaille les questions, les past papers, on amène les élèves à savoir et quand on pose telle question, comment est-ce qu'on répond et ainsi de suite. Donc, il faut également respecter la pondération de l'IB. Si l'épreuve 1 est notée, il faut que le score soit de 35 points et vous devez faire le score de 35 points. Oui, des fois, il est compliqué au début de l'année et par exemple, vers octobre, comme ça qu'on fait les évaluations, parce qu'on a fait 2, 3 mois. On n'a pas assez de cours pour atteindre, par exemple, des questions de score 35, 40, et souvent on fait des scores de 20. Si vous faites le score de 20, il faut réajuster. Il faut réajuster sur le score de 35. Si par exemple le score normal c'est 35, si vous faites la question, il n'y a pas assez de questions pour le chapitre pour atteindre les 35 points et vous faites sur 20, vous pouvez, si l'enfant a 15 sur 20, vous pouvez ramener ça sur 35 en faisant la règle de 3. Et puis donc 15 sur 20, donc si vous voulez ramener sur 35, donc ça va être 35 fois 15 sur 20 et vous avez la note sur 35. Donc, il faut aussi ajuster, donc ajuster les pondérations. Si une évaluation interne comporte plusieurs sous-parties, utilisez la règle de 3 pour ramener les notes à la pondération officielle. Donc, et puis, il y a aussi, vous pouvez créer des barèmes précis pour chaque type d'épreuve. Il faut il faut amener les élèves à regarder ces barèmes-là pour comprendre comment est-ce que on note pour qu'ils puissent apprendre à rédiger correctement leurs questions. Donc, en conclusion, différencier clairement les types d'épreuves. Chaque épreuve doit être conçue pour évaluer une compétence précise. Utilisez les ressources officielles, les guides, les questions d'examen passé de l'IB sont des outils que vous devez utiliser tout le temps. Respectez la pondération. Adaptez les notes en fonction du pourcentage IB pour maintenir la cohérence. Une planification collaborative entre les enseignants est essentielle pour assurer une évaluation juste, alignée avec les standards de l'IB. Maintenant, convertir les notes sur l'échelle IB de 1 à 7. Il est important de savoir convertir les notes sur l'échelle 1 à 7 de l'IB. Et vous avez dans l'IB, vous avez la grille pour chaque matière et de 1 à 7. Et pourquoi est-ce que c'est 1? L'élève a fait quoi pour avoir 1? L'élève a fait quoi pour avoir 2?
Tout ça, c'est inscrit dans l'IB pour chaque matière. Donc, dans le cadre du programme International Baccalaureate, les élèves sont évalués sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la meilleure note possible. Ce système repose sur des critères précis de pondération et de conversion des scores obtenus dans différentes épreuves. Cet article explique en détail comment convertir les scores des épreuves en une note finale sur 7 en se basant sur les données fournies dans le document de pondération. Donc, dans la formation, vous avez le document de pondération. Et ici, on peut avoir l'échelle, un exemple d'échelle de l'IB pour convertir. Donc, quand le score est entre 0 et 29%, la note est 1. Et quand le score est de 30 à 39, la note est 2. Quand c'est de 40 à 49, 3. Donc, voilà un exemple de grille. Voilà un exemple de grille qu'on peut avoir. Pardon. Donc, chaque école aussi peut faire une grille comme ça pour dire de 0 à 29, le score va être 1. De 30 à peut-être 40, le score va être 2. Chaque école décide. Et cette grille, dans l'IB, c'est par matière. Donc, chaque matière a son niveau de difficulté. Et donc, l'IB émet des grilles pour chaque matière. Bon, une école, dans son fonctionnement, peut décider de mettre une grille standard pour toutes les matières. Donc, pondération des épreuves. Donc, il y a dans la formation, nous avons le PDF de pondération, un exemple de PDF de pondération d'une école. Et donc, chaque matière est constituée de plusieurs épreuves, écrites, orales. Et chacune a une pondération différente selon son importance. Et vous allez voir, dans l'IB, l'IB met clairement les pondérations pour chaque matière. Et on doit respecter ça. Chaque école respecte cela. Par exemple, si nous prenons biologie niveau moyen, l'épreuve 1 a un score de 55 et la pondération est de 36%. Donc, quand l'enfant a par exemple 40 sur 55, on va prendre 36% de cette note-là. Plus l'épreuve 2 qui est sur 50, si l'enfant a 45 sur 50, on prend 44% de cette note. Et l'épreuve interne qui est sur 24, si l'enfant a 20 sur 24, on prend 20% de cette note. Et donc, en additionnant 36%, 44%, 20%, on trouve 100%. Et donc, voilà la note. Quand vous allez additionner, vous allez avoir la note sur 100 de l'élève. Et à partir de ça, on peut regarder dans la grille pour donner la note finale sur 7. Donc, pour obtenir le score final en pourcentage, on doit convertir chaque score à une échelle commune en pourcentage et diviser le score obtenu par le score maximal de l'épreuve et multiplier par 100. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut appliquer ceci. Et donc, pour simplifier, les écoles mettent immédiatement pour chaque score de 0 à 100 et de 0 à 39%, comme on l'a vu. Si l'enfant a 65%, alors la note IB sur 7 est de 5 sur 7. Quand le score est de 82%, alors la note IB est de 7. Donc voilà, les écoles peuvent mettre déjà en place là pour faciliter la tâche. Par exemple, si nous prenons un score, l'épreuve 1, 40 sur 55 pour le niveau biologie niveau moyen et l'enfant a 35 sur 50, 20 sur 24, alors vous devez utiliser la pondération pour pouvoir donner le score sur 7. Dans notre formation, nous avons mis un document Excel qui permet de convertir directement les notes en mettant les pondérations sur 7. Donc, vous pourrez utiliser ça. Donc, par exemple, ici,
vous avez l'Excel ici et vous mettez ici le total. Le score total, c'est 55. L'enfant a 40 sur 55 et la pondération de 36%. Donc, vous mettez 36%. Et puis, l'épreuve 2, le score total est de 50. L'enfant a eu 35 sur 50. Alors, et la pondération de 44%, vous mettez 44% ici. Et vous mettez aussi la note 20 sur 24 de l'évaluation interne ici. Vous mettez le pourcentage. Et donc, une fois que vous mettez cela, ça vous donne le prédit grade, le grade de l'enfant ici qui est de 6. Vous voyez? Donc, il y a l'Excel qui a été déjà conçu pour ça. Et donc, pour les personnes qui ont les matières qui ont 3 épreuves, donc vous allez dans l'autre onglet et vous avez ici l'épreuve 3 par exemple, c'est 45 sur 55, 20%, et puis l'interne 18 sur 20, 20%, et immédiatement ça vous donne le grade. Donc, regardez bien, vous pouvez changer de ce côté les scores, donc de 0 à 30 et de 30 à 40. Si vous voulez que de 0 à 40, ça soit de niveau 1, vous pouvez changer le score ici. Donc, en conclusion, donc la conversion des notes dans le cadre de l'IB repose sur une évaluation précise des performances dans chaque épreuve pondérée selon leur importance. Donc, cette méthode garantit une notation juste et standardisée, alignée avec les attentes rigoureuses du programme de l'IB. Maintenant, nous allons comprendre et utiliser efficacement la note prédite de l'IB. C'est quoi la note prédite et quel est l'objectif? Donc, comprendre le concept et l'importance de la note prédite, c'est ce qu'on va voir. Apprendre à établir les notes prédites précises et fiables pour chaque élève. Intégrer la note prédite dans le processus de planification pédagogique et d'orientation universitaire. Et le développement des stratégies pour utiliser la note prédite comme un outil de suivi et d'amélioration des performances des élèves. Donc, qu'est-ce que la note prédite de l'IB? La note prédite est une estimation de la note finale d'un enseignant qu'un enseignant pense qu'un élève obtiendra dans une matière sur la base de ses performances tout au long de l'année. Par exemple, si un élève obtient une note régulière autour de 5 ou 6 sur 7 sur les évaluations formatives et sommatives dans un cours de physique HL, l'enseignant peut prédire une note finale de 6 tout en tenant compte des descripteurs et des marges d'amélioration possibles. Donc, quel est le rôle? Quel est le rôle de la note prédite? Donc, pour l'IB, elle contribue au processus d'évaluation globale et peut être vérifiée par rapport aux résultats finaux. Donc, l'IB utilise ces notes prédites-là pour comparer avec la note finale de l'élève. Si par exemple, l'établissement envoie que en mathématiques, la note prédite d'un élève X est de 5 sur 7. Et au cours de l'évaluation externe, donc après l'évaluation externe, on constate que l'enfant a 1 sur 7 en mathématiques. L'IB voit qu'il y a trop d'écart. Alors, l'IB peut en même temps revoir l'épreuve et la copie de l'élève pour voir si la copie a été bien corrigée par les examinateurs. D'accord? Eux aussi, le professeur ou bien l'école peut aussi demander qu'on revérifie la copie de l'élève parce que la note prédite est de 5 et on voit que l'enfant a eu 1. Donc, l'école peut demander à l'IB de vérifier ou les parents ou l'élève peut demander à l'IB de revérifier sa copie. Également, ça permet aussi aux établissements, si effectivement la note prédite est de 5
et l'enfant a eu 1, il y a tellement d'écarts, il y a trop d'écarts. Et donc, si c'est comme ça pour tous les élèves et on constate que la note prédite de l'enseignant est au-dessus de ce que l'enfant a eu réellement à l'IB, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans les notations. C'est peut-être que les évaluations que l'enseignant fait en classe au cours de l'année ne respectent pas les standards de l'IB. Du coup, l'enfant a eu des problèmes à l'examen. Et donc, il faut revoir la façon de travailler avec l'enseignant. Donc, pour l'élève, elle joue un rôle crucial aussi dans les demandes d'admission universitaire. Souvent, il faut s'inscrire dans les universités avant l'examen. Et souvent, les universités demandent les prédites grades, les notes prédites. Donc, c'est très important de bien donner la note prédite de l'élève. Donc, pour l'enseignant, comme je l'ai dit, ça sert de point de référence pour adapter les stratégies d'enseignement. Donc, comment déterminer une note prédite? Les principes clés. Objectiver. Donc, basé sur les données réelles comme les résultats aux examens blancs, aux évaluations internes, au travail de l'élève. Il faut que ça soit basé sur des données réelles. Il faut que ça soit aligné avec les critères de l'IB. Utiliser les descripteurs de niveau pour chaque matière. Il faut aussi une approche collaborative. Il faut discuter des prédictions au sein de l'équipe pédagogique pour garantir une bonne cohérence. Donc, processus pas à pas, donc collecter les données, donc utiliser les évaluations formatives, sommatives et les commentaires. Après, analyse des performances, identifier les points forts et les points faibles de l'élève. Appliquer les descripteurs, donc associer les performances à un niveau IB de 1 à 7. Donc, on a le descripteur et il faut regarder dans le descripteur, dans chaque descripteur, voir où l'élève se situe dans le descripteur. Et puis, pour valider, il faut confirmer les prédictions avec d'autres enseignants ou le coordonnateur IB. Donc, utilisation efficace de la note prédite, suivi des élèves. Donc, l'objectif, c'est identifier les cas entre la note prédite et les performances réelles pour ajuster le soutien. Donc, et si on a donné, on dit que l'enfant va avoir 6 sur 7 comme note prédite, alors il faut, au cours des évaluations, il faut vraiment voir si l'enfant est en train d'atteindre cette note prédite-là. Donc, il faut améliorer l'enseignement de telle façon que l'enfant arrive à atteindre cette note prédite qu'on a donnée à l'IB ou aux universités. Donc, les méthodes, donc il faut faire des réunions régulières pour discuter des progrès et définir des stratégies. Donc, orientation université, partager les notes prédites avec les conseillers pour aligner les candidatures universitaires sur des réalités académiques. D'accord? Donc, vous devez donner ces notes prédites aux responsables, aux conseillers d'orientation universitaire. Discussion difficile. Donc, vraiment, il est difficile de parler de la note prédite aux élèves. Donc, parler des notes finales prévues avec les élèves peut s'avérer difficile. Pour aborder ces discussions de manière collaborative, commencez par créer un environnement de dialogue ouvert où les élèves se sentent à l'aise pour poser des questions et partager leurs préoccupations. Parce que c'est très stressant pour les élèves que vous leur dites que bon, ils vont avoir 3 sur 7. Or, eux, ils sont en train de prévoir 5 sur 7. Donc, souvent, il faut bien se préparer avant de dire à l'élève, ta note prédite, c'est ceci ou ceci. Souvent, c'est compliqué de faire cette discussion. Donc, encouragez-les à analyser leurs propres performances à l'aide de critères concrets. Proposer une réflexion commune sur les stratégies d'amélioration.
Cette approche participative permet de renforcer leur engagement et leur confiance. Ces conseils vous aideront à planifier et à mener des discussions. Préparez-vous, les conseils là, donc vous devez vous préparer avec des données. Rassembler des preuves solides basées sur des performances précédentes de l'élève pour justifier la note prédite. Adoptez une approche empathique. Rappelez-vous que les élèves peuvent se sentir stressés et frustrés. Montrez que vous êtes là pour les soutenir et non pour les juger. Expliquez clairement les critères. Utilisez le descripteur de l'AIB pour expliquer comment la note prédite a été déterminée. Proposez des solutions. Si un élève est déçu par sa note prédite, discutez des étapes concrètes qui peuvent suivre pour améliorer ses performances. Impliquez les parents si nécessaire. Dans certains cas, une réunion avec les parents peut être utile pour aligner les attentes et le soutien. Donc, il y a des situations que le conseil d'orientation peut chercher à gérer. Par exemple, on peut avoir des écarts dans les notes prédites. Le conseil d'orientation peut avoir ce problème. La note d'un élève a été surestimée d'un point dans 4 matières, par exemple. Donc, bien que l'écart puisse sembler minime, il peut avoir des conséquences significatives, notamment pour les admissions universitaires. Donc, donc, le conseil peut adopter une approche encore plus rigoureuse dans l'analyse des données pour limiter les écarts, même faibles. Donc, il faut organiser des réunions régulières pour affiner les prédictions et identifier les tendances qui pourraient conduire à une surestimation. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas se laisser influencer par les biais. Découvrez, donc, il faut savoir que les biais inconscients peuvent influencer nos prévisions ainsi que celles des enseignants. Donc, nous, en tant que conseillers, nous, en tant qu'enseignants, les biais peuvent nous influencer. Donc, pour atténuer ces biais, envisagez d'utiliser des outils spécifiques tels que les matrices d'analyse objective ou des algorithmes d'aide à la décision qui offrent une perspective neutre et basée sur des données. Par exemple, un logiciel de suivi des performances pourrait analyser les notes sur une période donnée pour identifier les tendances non biaisées. Donc, les biais là, par exemple, on peut avoir l'effet de halo. Un élève qui performe bien dans une matière peut être surestimé dans l'autre. L'élève, par exemple, en physique, l'élève est très bon. L'élève a 6 sur 7, mais ce n'est pas parce que l'élève a 6 sur 7 en physique que, et en mathématiques, obligatoirement, il peut avoir 6 sur 7. Il faut faire très attention. Donc, chercher des preuves pour soutenir une option ou une opinion initiale sur l'élève. On peut aussi, les biais, on peut avoir des affinités ou des conflits entre les élèves. Il ne faut pas que ces affinités ou ces conflits influencent la note prédite. Donc, utilisez toujours des données quantifiables et des outils numériques pour minimiser ces types de biais-là. Donc, par exemple, et on peut, si on donne, par exemple, en physique échelle, et l'examen blanc, l'enfant a souvent 65%, 68%, 70%. Dans les pratiques, l'enfant a 14 sur 20 et 18 sur 24 en évaluation interne. L'élève est solide, on voit que l'élève est solide dans les examens, mais pas très bon dans les travaux pratiques. Alors, le descripteur, le niveau, 5 possibilités d'atteindre 6. Donc, on peut dire le predict grade, c'est 6, en prévoyant que l'enfant va s'améliorer dans les travaux pratiques. Donc, il faut discuter avec l'enfant pour fixer ce type d'objectifs spécifiques-là. En conclusion, la note prédite est un outil puissant pour orienter les élèves, planifier des stratégies pédagogiques et faciliter les admissions universitaires. En appliquant les méthodes claires et objectives, les enseignants peuvent maximiser l'impact de cet outil tout en soutenant efficacement les élèves dans leur parcours scolaire et au-delà.
Donc, utiliser les questions inspirantes des examens de l'IB pour déterminer la note prévue. Il est très important d'utiliser les past papers, les examens passés de l'IB pour évaluer l'enfant et avoir une bonne note prédite pour l'élève. Rédiger les commentaires pertinents pour le bulletin IB. Les commentaires des bulletins dans le programme du diplôme jouent un rôle crucial dans la communication avec les élèves et leurs parents. Ils fournissent une évaluation claire et constructive des performances académiques tout en reflétant les valeurs et les objectifs du programme IB. Cet article explore les différents aspects à prendre en compte pour rédiger les commentaires pertinents et efficaces. Les principes fondamentaux des commentaires IB. Alignement avec les objectifs IB. Mettre l'accent sur le profil de l'apprenant. Informer, penseur, communicateur. Encourager la réflexion sur l'apprentissage et les compétences d'investigation. Donc, les principes fondamentaux des commentaires. Donc, il faut aligner avec les objectifs IB. Donc, le profil de l'apprenant, les réflexions sur l'apprentissage et les compétences de l'enfant. Personnalisation et précision. Adapter le commentaire aux points forts et aux domaines à améliorer pour chaque élève. Utiliser des exemples spécifiques pour illustrer les observations. Donc, il faut que ça soit personnalisé. Et on voit les points forts. Et en même temps, on va voir les domaines où l'élève doit s'améliorer dans le commentaire. Un équilibre entre positivité et critique constructive. Souligner les réussites et les progrès. Fournir des suggestions claires pour l'amélioration. Donc voilà ce qu'on doit pouvoir voir. Ces trois points-là doivent bien être visibles dans les commentaires pour les élèves. La structure d'un commentaire efficace. Donc, introduction, résumé global de la performance. Donc, vous commencez par résumer globalement la performance. Commencez par une phrase générale sur la performance globale de l'élève dans la matière. Par exemple, Ali a démontré une solide compréhension des concepts fondamentaux en mécanique, en mathématiques et participe activement aux discussions en classe. Ensuite, vous allez donner une analyse détaillée de ces points forts. Vous allez identifier les aspects spécifiques de la performance. Donc, des connaissances ou des compréhensions, des compétences ou de recherche ou d'analyse, ou la participation ou l'engagement. Donc, vous devez voir, est-ce que ces points forts, c'est sa participation, c'est quelles compétences il a plus développé ou bien qu'il maîtrise, quelles connaissances, est-ce qu'il comprend les concepts. Donc, vous devez maintenant faire ressortir ces points forts. Ensuite, faire ressortir les points à améliorer. Discuter des domaines où des progrès peuvent être réalisés. Donc, vous dites, ah, ici, tu peux améliorer ceci. Au lieu de dire, ah, c'est ça, c'est ton point faible, au lieu de dire que c'est le point faible, on dit, non, il faut améliorer ici. D'accord? Fournir des suggestions précises et réalisables. Donc, quand vous dites qu'il faut améliorer, comment il va améliorer? Il faut le dire. Donc, pour améliorer tes compétences d'analyse, Ali, tu pourrais travailler davantage sur l'élaboration d'arguments logiques et structurés. Vous voyez? Ensuite, il faut encourager et donner un plan terminé par un plan d'action, terminé sur une note positive et motivante. Encourager à poursuivre les efforts, par exemple. Suggérer des étapes précises pour le prochain semestre. On peut donner un exemple, par exemple en physique, on peut dire nous a démontré une aptitude remarquable pour appliquer les lois de la mécanique à des situations complexes. Sa curiosité naturelle
la pousse à poser des questions pertinentes en classe. Pour renforcer sa compréhension, nous pourrions s'impliquer davantage dans les travaux pratiques et s'assurer de relier attentivement ces calculs. Vous voyez, donc on a le point positif et en même temps l'amélioration. Donc, c'est pareil dans les langues et littératures, la mécanique, ainsi de suite. Donc, conseil pratique pour les enseignants. Conserver un journal d'observation pendant le semestre pour disposer de notes précises pour chaque élève. Utiliser un langage clair et simple pour que l'élève et les parents comprennent facilement. Rester cohérent avec les critères d'évaluation de l'IB et les objectifs d'apprentissage. Respecter la confidentialité et éviter de comparer les élèves entre eux. Dans l'IB, on ne compare pas les élèves entre eux. Les élèves évoluent souvent suivant leur rythme d'apprentissage. Maintenant, pour le professeur principal, l'appréciation générale permet de résumer l'engagement global, les compétences transversales et le développement personnel de l'élève. On peut avoir des structures d'appréciation générale pour le prof principal. Donc, la structure, il faut commencer par une introduction, démarrer par une évaluation globale du semestre ou du trimestre, par exemple. Et, et Nadine a eu un semestre enrichissant, marqué par une forte implication et une volonté de progresser dans tous les domaines. Ensuite, vous allez souligner les points forts académiques et personnels, et par exemple, son sens d'organisation et sa capacité à collaborer avec ses pairs sont des atouts considérables qui favorisent sa réussite. Et donc, les points forts, vous devez prendre ça dans les matières. Vous devez regarder pour chaque professeur, dans chaque matière, qu'est-ce que le professeur a donné comme point fort ou qu'est-ce que le professeur a donné comme axe d'amélioration. Et que vous allez résumer très simplement dans les points forts et dans les axes d'amélioration. Par exemple, l'élève gagnerait à participer. Donc, nous gagnerions à participer plus activement lors des débats en classe pour enrichir ses compétences en communication orale. Et si vous le dites, c'est parce qu'il y a plusieurs professeurs qui ont parlé de l'amélioration de sa communication en classe. Donc, tout ce que les enseignants vont dire dans chaque matière vous permettront de dégager les points forts et de dégager les axes d'amélioration et surtout terminer par l'encouragement, par une autre position. Nous sommes convaincus que nous continuerons à progresser et à développer pleinement son potentiel au prochain semestre. Donc aussi, il faut apprécier le profil de l'élève, donc le profil de l'apprenant. Est-ce que l'élève est communicateur? Nous s'exprime avec clarté et assurance, et ainsi de suite. Donc, si l'élève est penseur, vous devez pouvoir le signifier dans l'appréciation. Donc, audacieux, réfléchi. Et si l'élève est audacieux, donc on va dire Salman relève les défis avec enthousiasme et persévérance, même dans des situations les plus complexes, ainsi de suite. Donc, intègre et tout ça. Donc, rédiger les commentaires pour les bulletins IB est une tâche exigeante, mais essentielle pour guider les élèves dans leur apprentissage. En utilisant une structure claire et en tenant compte des principes du programme IB, les enseignants et les professeurs principaux peuvent fournir des commentaires constructifs et motivants qui soutiennent le développement holistique des élèves.